Commençons par le concept de guerre économique. Je crois qu'effectivement, il est utile de le définir pour essayer d'y voir clair, parce que c'est souvent une expression un peu fumeuse et les gens s'y perdent. Pour moi, il y a deux aspects dans la guerre économique, relativement simples à expliquer. Il y a ce qu'on appelle la guerre économique du temps de guerre, c'est peut-être d'ailleurs celle qui est le plus connue par le grand public. Quand on parle de blocus, par exemple, durant les guerres napoléoniennes, blocus maritime fait par la Grande-Bretagne contre la France, et la France ripostant par un blocus continental, on voit bien que là, l'enjeu de la circulation des marchandises est un point déterminant pour l'issue de la guerre qui va interférer sur le jeu des alliances à l'époque en tout cas, etc. Et on sait très bien aujourd'hui que dans la période actuelle, il y a encore des phénomènes de guerre économique du temps de guerre, ne serait-ce que pour limiter l'approvisionnement de tel pays sur un conflit de faible intensité, pour approvisionnement en termes de munitions. En Libye, il y a eu des phénomènes de restriction d'accès aux munitions pour les forces de Kadhafi, par exemple, etc. Dans la guerre économique du temps de guerre, très très bien expliqué par un homme comme Georges-Henri de Soutou, le fameux historien français sur la Première Guerre mondiale, il y a quelque chose qui aujourd'hui est un peu oublié, c'est que cette guerre économique du temps de guerre a des réapparitions, je dirais, par séquence. Rappelons quand même qu'un homme comme Ben Laden avait lancé un slogan dans sa campagne contre le monde occidental qui était de faire la guerre économique aux États-Unis d'Amérique. Alors ça n'a pas donné lieu à des actions spectaculaires ou d'envergure, mais c'était dans son discours. La guerre économique du temps de paix, c'est une toute autre chose. La guerre économique du temps de paix, contrairement à la précédente, elle est difficile à cerner. Elle se voit aujourd'hui peut-être dans les mesures de rétorsion économique contre l'Iran, les pays qu'on met à l'écart de la communauté internationale, où des coalitions, menées en l'occurrence là par les États-Unis, souhaitent affaiblir un pays pour l'amener à négocier, exemple sur l'affaire de l'armement nucléaire ou de ce que l'Iran essaie de faire dans cette direction, en tout cas. Donc, cette guerre économique du temps de paix, cette partie visible, sur l'Iran elle est visible, on a un peu tendance à la circonscrire à des épiphénomènes des relations internationales quand il y a des tensions géopolitiques et que certains acteurs décident d'utiliser des éléments de pression de ce type. Mais ça, c'est la face émergée de l'iceberg, car il y a la face immergée de l'iceberg, et c'est la face la plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre économique du temps de paix aujourd'hui? Derrière ça, je vais mettre un certain nombre d'expressions, comme la prédation économique. Et je vais simplement donner un exemple. Dans l'économie verte, il y a une branche qui s'appelle l'industrie solaire. Et récemment, le président Obama a décidé très officiellement une démarche de protectionnisme par rapport à la Chine. Pourquoi? Parce que les Chinois ont fait d'abord, dans un premier temps, venir les entreprises étrangères, américaines notamment, ont opéré une ouverture pour permettre des transferts de technologie, ont attendu une phase de maturité pour leurs propres entreprises, et après avoir fermé partiellement d'ailleurs leur marché, et ensuite ont réouvert, une fois que ces entreprises étaient capables d'attaquer le marché mondial, pour justement vendre avec du dumping et affaiblir ces entreprises américaines notamment, qui finalement ont été partiellement obligés de se délocaliser sous peine de mourir. On est là dans la haute technologie, dans l'avenir de l'Occident, dans ce coup d'avance théorique que l'Occident prétend avoir, par exemple, sur la Chine. Et là, on qualifie ça, en tout cas, dans certains milieux, de prédation économique. Et on peut assimiler cet exemple, avec d'autres, comme un acte de guerre économique du temps de paix. Donc pour moi, voilà, la guerre économique a ces deux dimensions. Avant de parler d'État protecteur, j'ai envie de préciser que je pense d'abord à un État stratège. La guerre économique, c'est comme la guerre. Il y a ceux qui attaquent et il y a ceux qui défendent.
Et j'ai quand même l'impression que dans ce domaine-là, il vaut mieux attaquer. Attaquer, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas simplement dire piller technologiquement, espionner, etc. Attaquer pour moi, dans le cadre d'un État stratège, c'est par exemple un cas sur lequel je travaille pas mal en ce moment, qui est l'exemple de la Corée du Sud dans le domaine des réseaux électriques intelligents, qui a une stratégie nationale pour réduire sa dépendance énergétique par les smart grids. Elle s'appuie sur un consortium public avec des conglomérats privés, consortium dans l'électricité, pour créer ce maillage territorial, afin d'avoir ce système, mais aussi pour conquérir des parts de marché de manière assez décisive au niveau mondial. On a là un système, je parle bien de système, qui est piloté par le politique et qui est en adéquation avec des forces économiques publiques et privées. Et l'objectif est une démarche de puissance, réduire la dépendance, voire faire disparaître la dépendance. Cet exemple-là, pour moi, montre exactement ce que peut être le rôle du politique qui organise le système et l'oriente et le pilote, ne se contente pas de l'accompagner, petite nuance, dans un cadre global qui est celui d'un pays. On est dans un cadre des nouveaux entrants, la Corée du Sud, et il faut savoir que la Chine fonctionne de manière différente, mais dans un cadre aussi global. Et la vraie question, quand on est devant une telle situation, c'est comment nous, par exemple en France, ou vous en Espagne, nous en Europe, comment réagir? Non pas simplement pour se protéger, parce que là vous avez bien compris que ce n'est pas un problème de protection, c'est un problème de contrer une stratégie particulièrement offensive à un niveau qui est industriel, l'avenir de l'économie électrique, qui se décline sur des séquences de l'infiniment petit, qui fabrique le compteur électrique, comment se créent les réseaux locaux, qui est derrière les applications, etc., etc., jusqu'à la définition de quelle économie électrique pour l'Espagne, pour la France et pour l'Europe. Je préfère prendre le problème sous cet angle-là, parce qu'on est vraiment au cœur du problème. Et non pas, si vous voulez, le rôle de l'État dans une petite mission de sécurité économique qui va expliquer aux PME ou aux grands groupes des choses importantes, bien sûr, mais qui ne sont pas au niveau stratégique. Or, dans la période très troublée que nous vivons depuis un certain nombre d'années, et je crois que ça va durer encore un certain nombre d'années, il n'est pas possible de continuer à regarder la démarche d'intelligence économique par le plus petit bout de la lorgnette, même si cette expression n'est pas péjorative dans ma bouche. Alors si on prend le cas des think tanks en France, l'innovation, en fait, elle est venue de vous. C'est la création d'un observatoire. Et pourquoi elle est venue de vous? Parce qu'en créant un observatoire, vous avez structuré et légitimé la connaissance sur un sujet qui jusque-là était considéré comme la 650e roue du carrosse. Pourquoi? Parce que très cyniquement en France, on savait que, les think tanks n'étaient pas réellement la force qu'on imagine dans le camp anglo-saxon. Deuxièmement, ils sont très voix de son maître, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'originalité dans les think tanks, il n'y a pas beaucoup de décalage par rapport à ce que certains appelleraient encore l'idéologie dominante, d'autres nommeraient le politiquement correct. Eh bien, le fait d'avoir fait un observatoire, le fait de ne pas avoir simplement regardé ce qui se passe en France, le fait d'avoir resitué l'importance de la production de connaissances au cœur de la société de l'information comme levier stratégique majeur dans l'action pour influencer. Ça, c'est votre réussite. Alors, vous allez me dire, ne rêvons pas. On est au début d'une démarche. Et Dieu sait si dans un pays comme la France, il est difficile de faire reconnaître, surtout comme vous êtes jeune, la pertinence d'une démarche. Pourtant, là, avant l'existence de l'Observatoire des think tanks, les think tanks s'étaient considérés de manière quasi anecdotique. Aujourd'hui, on a enfin un point de repère qui structure la connaissance, qui donne envie d'aller voir cette connaissance
Et c'est un peu un défi lancé à ceux qui se prétendent être des think tanks. Alors évidemment, il y a les logiques de taille critique, il y a ceux qui ne se posent aucune question. Je ne suis pas sûr que l'Institut Montaigne ait des grandes migraines si un jour on fait un audit de leur production et on considère que 70% est de qualité peu satisfaisante, c'est sûr. Mais une chose est certaine, c'est qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe au niveau mondial. On voit comment l'Espagne regarde la France dans le domaine de l'intelligence économique. C'est bien l'objet de la réunion d'aujourd'hui. On voit bien comment d'autres pays nous regardent. Je suis très surpris, pour ce qui me concerne, au niveau des écoles de guerre économique, de voir arriver le premier groupe de formation japonais, le groupe Suzuki. On n'a rien à apprendre aux Japonais en intelligence économique, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici en France? L'art de la rhétorique, l'art de la polémique. Intéressant. Je suis très surpris de voir les Allemands, à qui on n'a rien à apprendre en intelligence économique, même si c'est une culture complètement dissimulée. Mais toujours est-il que viennent chercher les Allemands? D'abord, ils ont l'impression quand même qu'il faut décloisonner un peu pour parler de politique industrielle, pour commencer à rentrer dans une longue marche vers ce qu'on appelle l'intérêt européen, pour commencer éventuellement à bâtir de la pensée commune sur des choses aussi élémentaires que l'open source intelligence, la protection des entreprises dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, etc., etc. On est dans quelque chose d'essentiel dans la mesure où, par la cartographie, on est dans la pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut expliquer ce qui se passe. Je vous parlais de cette face immergée de l'iceberg. Un des moyens de commencer à éclairer justement cette face immergée, c'est la cartographie des acteurs. Et un des éléments lourds de la méthodologie en matière d'intelligence économique, c'est de faire des cartographies. C'est ce qu'on apprend dans pas mal de lieux d'enseignement, je crois, y compris à l'EGE, bien entendu. Et cette cartographie, elle est liée à deux choses. Bien entendu, la capacité d'analyse et l'ouverture d'esprit qui va avec pour être sur un champ beaucoup plus large que le cœur de métier tel qu'on le voit souvent. Et d'autre part, l'utilisation de logiciels et la capacité de travailler avec plusieurs logiciels pour avoir la meilleure représentation possible de cette cartographie en visuel. Et là, il y a un pas qui est très très important, qui est en train de se faire, et c'est vraiment ça la propriété de la nouvelle génération. C'est sa force, c'est cette capacité de gérer cette connaissance logicielle dans l'application, bien entendu, pour aboutir à la meilleure représentation possible. Et moi, je le vois, on a eu des cas qui nous ont étonnés, de jeunes de 25-26 ans, voire 23-24 d'ailleurs, qui arrivaient devant des représentants d'un groupe industriel à montrer une cartographie sur des sujets très différents d'ailleurs, que des gens de ma génération ne savaient pas représenter pour des raisons justement de décalage, de relation au savoir ou à la société de l'information en général. Donc la cartographie, c'est aussi bien entendu un des moyens essentiels pour comprendre qui fait quoi, comment se situent les liens entre tel et tel, quelles sont les zones d'influence, comment l'un peut être identifié comme un bras de levier, comme on dit, et à quoi se rattache-t-il. Bref, cet éclairage jusqu'à présent des jeux souterrains, de ces fameux carnets d'adresses, de cette espèce de vision un peu néo-romantique des jeux d'influence tels qu'on les voyait dans les années 60, 70, 80. Bon, aujourd'hui, on entre dans le visuel, et vous savez très bien que les ONG, par exemple, ont totalement intégré la cartographie. Ceux qui luttent contre des multinationales, à tort ou à raison, utilisent cet élément-là comme élément de démonstration, pas comme preuve juridique, mais pour bien mettre l'accent sur la masse critique d'un jeu de lobbying à Bruxelles, par exemple, ou dans d'autres cas de figure. Donc oui, la cartographie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, imaginez l'intelligence économique au niveau européen. On a commencé à le faire très tôt, en fait, enfin très tôt. Au début des années 90, je me souviens, moi personnellement, m'être rendu à Bruxelles pour rencontrer Édith Cresson quand elle était commissaire européen.
Et c'est à l'époque où il y a eu un livre vert, où on a commencé à aborder la question de manière très très prudente, par le biais en fait de l'innovation de la veille technologique. Et on sentait bien à ce moment-là qu'on pouvait guère aller au-delà de cette première approche. Donc une approche très, très douce. On évitait les problèmes qui fâchent, comme on dit, et on a essayé de prendre le plus bas niveau, et finalement de manière assez, comment dire, maladroite, c'est-à-dire en partant du principe qu'il existait déjà une culture générale dans chaque pays d'Europe, comme quoi tout le monde avait bien compris à quoi servait l'information, et qu'à partir de là, on pouvait bâtir les fondations d'une maison sur la veille technologique pour innover. Je crois que le résultat n'a pas été extraordinaire, et aujourd'hui, 20 ans plus tard, quand on évoque cette question-là, on sent très bien qu'il y a encore énormément de problèmes au niveau stratégique. Énormément de problèmes au niveau stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, regardez ce qu'il a fallu pour que l'Europe prenne conscience qu'elle était dépendante du gaz en matière énergétique et qu'elle ne pouvait pas continuer à réfléchir simplement à construire un marché intérieur avec une déréglementation et prôner une concurrence partagée, cohérente entre les différents acteurs et tout centré sur le prix et les fusions-acquisitions. Non, ça, je crois que c'est un peu passé de mode depuis la démonstration de M. Poutine qui a été très didactique, je crois, sur ce terrain-là. Mais on comprend bien que des problèmes comme ça, il y en a beaucoup d'autres. On sait très bien que chaque service de sécurité dans chaque pays d'Europe observe les conflits, les tensions intra-européennes entre concurrents européens. Et il y a énormément d'activités à ce niveau-là. En revanche, on sent quand même qu'il y a des pistes. J'étais chez un industriel la semaine dernière, un industriel de taille européenne et européen. Et je discutais avec un interlocuteur allemand, justement, et l'objet de la discussion était simple, c'est qu'il fallait tenter des expériences dans le domaine industriel privé où le cadre européen est compris, assimilé et porteur. Bon. Donc là, je pense qu'effectivement, la situation est mûre pour aller dans cette direction. Et il va y avoir des apprentissages, il va y avoir des expériences. Je ne suis pas du tout pessimiste. On le voit bien quand je discute avec des interlocuteurs portugais, des interlocuteurs italiens, des interlocuteurs belges. Je vais bientôt, je pense un jour, rencontrer des interlocuteurs espagnols, allemands ou d'autres. On voit bien que ça ne va pas être si compliqué que ça de tenter des expériences au-delà du cadre national parce qu'on se trouvera une raison commune de travailler ensemble et de gagner ensemble. Parce que ce n'est pas simplement, je dirais, une culture générale qu'on doit apprendre. C'est vraiment, je pense, à l'intérêt européen, on est dans une démarche dynamique et on aura des adversaires, on n'est pas dans un village isolé du monde. Les choses sont conflictuelles. Et je crois qu'une des démarches qui nous tend les bras au niveau de l'Europe, je repense à la fameuse conférence de Lisbonne, je repense à ce vœu stratégique de l'Europe qui voulait occuper un positionnement important en matière d'économie de la connaissance. Ben là, on a un défi. On a un défi devant nous qui est la propriété du patrimoine informationnel de l'individu. Je crois qu'au XIXe siècle, on parlait du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ben aujourd'hui, la question avec Internet, c'est cette fameuse propriété, j'appelle ça moi la démocratie de la connaissance. Comment on va aborder cette question ? Et là, derrière cette question, ce n'est pas qu'un débat philosophique, c'est pas simplement, moi je ne veux pas voir Apple gérer le traçage des notes, des travaux scolaires de mes enfants à l'école, au lycée et à l'université, sans que j'ai accès à cette information devant un système fermé, parce qu'à terme, je vais voir apparaître du débauchage systématique, je vais perdre du capital humain dans un pays qui en a besoin. Et ça va devenir quasiment, j'ose le dire, un problème de sécurité nationale, non pas au sens paranoïaque du terme, mais au sens de la dynamique industrielle. Un pays, pour se développer, a besoin de sa matière grise. Il ne peut pas la mettre comme ça sur un marché volatile, capté par d'autres. Ça, c'est un enjeu stratégique. Et c'est en même temps un débat philosophique. Ce n'est pas un hasard si j'ai parlé de démocratie de la connaissance.
On est loin de la loi Hadopi, si vous avez bien compris. On est sur quelque chose d'essentiel, et je pense qu'un Espagnol, un Français, un Allemand, un de cette Union européenne, un citoyen, qu'il soit des anciens pays de l'Est ou d'ailleurs, peut comprendre que son patrimoine informationnel, ça a une valeur, que ce n'est pas une valeur comme ça qu'on va dilapider, donner, récupérer par d'autres qui vont faire à minima du business, voire plus. N'oublions pas quand même, et je ne dis pas ça pour les diaboliser, second mandat Bill Clinton, les États-Unis revendiquent à la fin des années 90, c'est un pays, c'est pas une entreprise qui parle, d'avoir le leadership sur le marché de l'information privée dans le monde. C'est un aveu intéressant en termes de puissance. Il mérite qu'on s'y attarde un peu. Donc, pour répondre à votre question, cet esprit européen, il n'est pas si loin de nous. La conférence de Lisbonne avait mis exactement dans le cœur de cible ce que l'Europe pouvait se définir comme marge de manœuvre stratégique commune. La connaissance, sa production, son stockage, sa diffusion et son appropriation. Et bien là, vous voyez très bien qu'entre le think tank, le rôle que vous avez, la manière de discuter sur ces questions-là, c'est quelque chose d'essentiel. Car le débat que je suis en train d'évoquer, eh bien, je tends l'oreille. Si, j'ai vu récemment, et je m'en suis réjoui, un article dans le quotidien Le Monde sur cette question-là, mais je n'ai pas encore entendu de grande stratégie dans la suite de la conférence de Lisbonne au niveau européen, alors qu'elle nous tend les bras. Et là, je suis très optimiste. Oui, nous pouvons faire mieux qu'Apple. Oui, nous pouvons faire mieux que Google. Non pas en termes de logique business, simplement parce que la stratégie peut être visible et ils ne peuvent pas la récupérer car leur système n'est pas compatible avec ce que je suis en train de dire et n'est pas compatible avec une certaine définition de la démocratie de la connaissance. Et ça, c'est derrière de l'ancrage territorial, de l'activité, des silos, du cloud, des tas de choses qui déterminent de l'activité économique et qui ne doit surtout pas s'enfermer à l'intérieur des micro-territoires de chaque pays membre, mais qui doit devenir une philosophie commune, et c'est un des très grands chantiers qui attend l'Europe. C'est sûr, ça ne va pas plaire aux États-Unis d'Amérique, mais c'est la règle du jeu. On ne peut pas plaire à tout le monde, pas plus qu'on ne peut plaire tous les jours à la Chine ou à d'autres. Ils sont exactement pareils avec nous.